Je vais enchaîner immédiatement sur la table ronde. Donc, sur la table ronde, on aura nos deux orateurs à qui on va associer donc, le professeur Antoine Pariante, qui est responsable du Centre de pharmacovigilance de Bordeaux, qui est expert scientifique indépendant au comité de pharmacovigilance de l'Agence européenne du médicament et directeur d'unité PINSERM. Le docteur Annie-Pierre Jobilbera, qui est responsable du Centre de pharmacovigilance Centre Val-de-Loire et qui préside le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance. Et le docteur Alban Danani, qui est directeur à la direction des médicaments anti-infectieux de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors, tout de suite, on va diviser cette table ronde en deux parties. Une partie très courte, où je vais principalement interroger le professeur Odile Launay sur les vaccins, et puis ensuite une partie plus pharmacoépidémiologie et pharmacovigilance. Alors, la première question qui a été soulevée et que je vais synthétiser, c'est: dispose-t-on aujourd'hui de données préalables d'efficacité ou de tolérance du vaccin dans des populations particulières de patients immunodéprimés ou présentant des maladies pulmonaires? Alors non, hein, par définition, les personnes immunodéprimées ne font pas partie des essais de phase 3, sauf si le vaccin s'adresse spécifiquement à cette population. Mais sinon, comme c'est des populations qui répondent moins bien au vaccin de façon générale, ils ne sont pas impliqués. Alors, on sait que dans l'essai Pfizer, il y a un peu plus d'une centaine de personnes immunodéprimées VIH, mais qui ont un VIH bien contrôlé. Donc, et je n'ai pas vu les données spécifiques concernant ces patients-là. Donc, on n'aura pas pour l'instant, on n'a pas de données. Et donc, ça va faire l'objet aussi de cohortes qu'on voudrait pouvoir mettre en place pour évaluer la réponse immunitaire et l'efficacité des vaccins dans des populations spécifiques. Une deuxième question. Avec les vaccins ARN, doit-on suspecter une fréquence plus élevée d'événements anaphylactiques? Alors, il n'y avait pas eu d'événements particuliers dans les phases 3, mais on sait qu'on n'inclut pas dans les essais vaccinaux des gens qui ont des antécédents allergiques sévères. Et donc, les deux épisodes qui ont été enregistrés en Angleterre sont survenus chez des personnes qui avaient un antécédent allergique sévère, puisqu'ils avaient des stylos d'adrénaline sur eux. C'était dans un cas une allergie à l'œuf, dans l'autre une allergie médicamenteuse. Leur situation clinique s'est améliorée, il n'y a pas eu de conséquences particulières et on n'a pas à ce stade d'éléments spécifiques qui permettent de savoir ce qui est en cause dans ces événements allergiques graves qui sont survenus. Merci. Alors, il y avait des questions que je vais synthétiser qui étaient autour du devenir de l'ARN qui est injecté dans le cadre des vaccins ARN. Alors, c'est des ARN qui sont extrêmement fragiles, donc qui sont de demi-vie extrêmement courte. Et donc, il y a des données en préclinique, mais peut-être qu'Alban Danani pourra dire mieux que moi, mais il y a des données dans les dossiers et en préclinique qui montrent que la persistance de ces ARN est de quelques heures au maximum. Et la même question se posait sur les nanoparticules lipidiques. Sait-on ce qu'elles deviennent une fois injectées? Bon, je pense qu'elles sont dégradées très vite, mais ça aussi, peut-être que c'est une question qu'on peut poser à Alban. Oui, je rebondis sur ce que dit Odile Launay. Je confirme l'ARN messager, donc c'est extrêmement fragile, d'où l'encapsulation dans les particules lipidiques. C'est justement pour protéger l'ARN messager parce qu'il serait détruit très rapidement au sein de l'environnement biologique. Et donc, sur les lipides, il y a une élimination qui est plus lente. Donc là, il y a une demi-vie qui est plus longue. Donc, il y a effectivement l'élimination ensuite de ces lipides. Et voilà, donc c'est pas du tout comparable. Mais ce sont, encore une fois, des particules alors là, qui ont une formation lipidique particulière, mais qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres vaccins. Donc, il y a une élimination ensuite qui est effectuée par l'organisme. Merci. Il y a encore beaucoup de questions, mais compte tenu du temps, je propose qu'on enchaîne, Mathieu, sur la partie PVPE. Alors, j'ai bien sûr un hélicoptère qui passe juste au moment où je dois commencer. Donc une question d'abord pour Annie-Pierre, donc responsable du centre des réseaux des centres. Il y a le suivi renforcé de pharmacovigilance, on en a parlé. Ça va consister en quoi? Comment ça s'organise en France?
pilier renforcé, ça va reposer sur les deux piliers principaux qui sont la stimulation de la déclaration des effets indésirables. En plus de la pharmacovigilance habituelle, il y a plusieurs systèmes qui vont se mettre en place. Le premier, la possibilité pour les médecins vaccinateurs par le site Vaccin Covid de déclarer par le portail les réactions immédiates, type les réactions allergiques qui ont été signalées dans d'autres pays. Le formulaire sera pré-rempli qui permettra aux médecins de faciliter ces déclarations en ligne directe. Le deuxième est en cours d'étude, un SMS qui sera envoyé aux patients après 7 à 14 jours après le vaccin pour lui demander s'il a fait des effets indésirables et au cas où ces derniers seraient graves, de les signaler sur le portail. Et le troisième en étude aussi, on va sûrement développer avec les ARS des EHPAD sentinelles, 10 à 30 par région, où il y aura un enregistrement presque exhaustif des effets indésirables graves pour cette population très particulière des EHPAD. Le deuxième pilier, c'est la détection du signal. Alors, vous savez que quand un centre de pharmacovigilance reçoit un cas, quel qu'il soit, il y a une analyse. Les analyses qui mettront en évidence des effets nouveaux ou particulièrement graves avec les vaccins seront remontées le jour même à l'agence et au centre rapporteur du vaccin, puisque pour chaque vaccin, il va y avoir 2 centres rapporteurs désignés. Donc, le centre rapporteur aura les signaux en temps réel. Chaque centre rapporteur fera une analyse hebdomadaire de tout ce qui remonte en France comme cas en général et comme signaux tant auprès des CRPV que des laboratoires. C'est un travail étroit avec l'agence. Et chaque semaine, au sein de l'agence, il y a un comité de suivi bipartite ANSM-CRPV où on reverra les rapports, les signaux pour faire une analyse de tout ça en temps réel et lancer éventuellement les études complémentaires en pharmacoépidémiologie. Très bien. Et Antoine, toi qui es au PRAC, donc il faut que tu mettes ton micro aussi. Donc au PRAC, tu vas rappeler ce que c'est pour s'il y en a qui ne savent pas, mais je pense que tous les pharmacologues savent. Comment s'organise la vigilance au niveau de l'Europe et le lien avec la France? Alors, PRAC, du coup, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, donc un petit peu l'équivalent européen de ce qu'était le comité technique de pharmacovigilance, avec des représentants pour les agences de chacun des pays membres de l'Union européenne, et puis en plus des experts indépendants, donc j'y suis à ce titre. Ça, c'est pour repréciser ce que c'est que le PRAC. Ensuite, pour l'organisation de la surveillance du vaccin et de la campagne de vaccination Covid, puisque c'est vraiment de surveillance dont il s'agit, il y a tous les aspects qui sont couverts, un petit peu comme ce qui est imaginé en France. D'un côté, la surveillance classique de pharmacovigilance, mais également renforcée, comme vient de le décrire Annie-Pierre, pour le dispositif français, avec des questionnements particuliers, puis des méthodologies particulières pour de la détection de signaux au-delà de ce qui est fait dans les conditions habituelles, compte tenu du fait que le volume de déclaration sera probablement très important, et puis la typologie de la déclaration potentiellement également. Donc ça, c'est de l'information que vous pouvez tout à fait lire sur le site de l'Agence européenne du médicament. Cette détection de signaux et le rapport de cette détection de signaux sera fait à partir de la base de données EudraVigilance, donc la base de données européenne de pharmacovigilance. Et il y a aussi, dans le cadre de l'analyse de ces notifications, des consignes qui sont données, et en termes de codage et en termes de transmission d'informations qui suivent globalement les bonnes pratiques de pharmacovigilance, et puis les recommandations habituelles de transmission d'informations, mais peut-être que M. Danani pourra plus en parler. Et puis sur la fin de la surveillance sur le plan européen, il y a également une surveillance sur le plan épidémiologique et pharmaco-épidémiologique, les deux. Épidémiologique pour fournir des données d'incidence globale, on va dire, ou d'attendu pour les événements d'intérêt qui pourraient faire l'objet d'un suivi dans le cadre de la campagne vaccinale. Donc, quelle est l'incidence de survenue, par exemple, de la paralysie faciale dont parlait tout à l'heure Odile Launay dans la population, histoire de pouvoir mettre les chiffres dans leur contexte. Et d'autre part, des études pharmaco-épidémiologiques, un petit peu comme ce qu'évoquait aussi, un petit peu tout à fait d'ailleurs, comme ce qu'évoquait aussi Lamia Grimaldi, multi-pays, pour pouvoir essayer de faire de la détection de signaux sur d'autres types de données que les données de pharmacovigilance, et puis des évaluations de risque. Ok, merci. J'ai une question. Donc, il y a M. Damani de la NSM qui arrive sur le chat, qui demande la NSM a parlé de moyens renforcés si besoin pour les CRPV. Qu'en est-il? Est-ce que c'est fixé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont décidées de ce côté-là? C'est en cours de discussion. On a effectivement échangé donc à ce sujet pour renforcer les moyens alloués au CRPV dans le cadre donc de leur mission donc sur l'ensemble du territoire, ainsi que pour effectivement renforcer les effectifs au sein de l'agence. Et donc c'est
en cours de discussion et on espère bien recevoir une réponse positive pour effectivement, en tout cas, avoir les ressources nécessaires pour, comme l'ont évoqué mes collègues, donc cette pharmacovigilance renforcée sur le territoire national. On y reviendra s'il y a des questions complémentaires. Et en lien avec le système européen, hein, donc du coup, qui a également communiqué sur cette pharmacovigilance renforcée, donc avec, en termes de timing, en termes de production d'informations également, avec une information donc hebdomadaire du côté ANSM, donc régulière également communiquée avec des points de situation au niveau de l'agence européenne, puisqu'on a une base européenne de pharmacovigilance hein, qui collige l'ensemble des informations. Et puis, donc, du coup, ces plans de gestion des risques qui sont également imposés aux laboratoires fabricants de vaccins, qui vont devoir effectivement surveiller un certain nombre d'effets indésirables, fournir ces données de façon régulière, avec un délai beaucoup plus court hein, donc, que ce qui est prévu dans une pharmacovigilance classique. C'est en ce sens que la pharmacovigilance est également renforcée, c'est-à-dire qu'on veut les informations, mais rapidement, on veut les remontées d'informations rapidement. Et donc, ces plans de gestion des risques donc, intègrent notamment un certain nombre d'études de sécurité qui vont devoir, et c'est en lien avec les questions sur le chat, qui vont faire le lien avec les données dont on attend sur certaines sous-populations qui n'ont pas été étudiées ou pour lesquelles on n'a pas suffisamment de recul. Eh bien, c'est l'objet également de ces études de sécurité qui vont être effectuées donc, après l'obtention de l'AML, mais également sur l'efficacité vaccinale. On arrive à ces suivis de cohortes qui ont été envisagés. Je ne sais pas si Lamia, tu peux en dire un mot. Est-ce que vous avez des données sur… Il faut ton micro. Alors, oui. Donc, en fait, c'est aussi en cours de discussion et de prépa. C'est bien avancé malgré tout, mais ce dont on est au courant déjà, c'est que évidemment la NSM, je ne vais pas parler pour elle, mais bon, le JCPIFAR, qui est un groupe d'intérêt scientifique qui est créé entre l'ANSM et la CNAM et qui a donc à l'ANSM à demeure la base du système national des données de santé. Donc juste pour rappeler à tout le monde que le SNDS, c'est le chaînage du SNIRAM, du PMSI, du CEPIDC. Donc vraiment, il y a 67 millions de Français avec toutes leurs données en ambulatoire et les codes des hospitalisations, etc. Donc déjà, l'évaluation des risques qui pourra se faire dès que les remontées se feront de tous ces codages est mise en place pour évaluer les risques liés au vaccin s'il y en a, en tout cas pour les mesurer. En parallèle, donc nous, en tout cas avec Odile Lenné, donc sur sa plateforme IREVAC, elle a monté la plateforme Covirevac, qui est la plateforme où les volontaires pour participer aux essais qui auront lieu en France se sont inscrits donc volontairement, et on va profiter donc de cette plateforme pour monter une cohorte, puisqu'on les a là il y a une course contre le temps, donc monter quelque chose de complètement de novo va être compliqué si on ne veut pas se laisser dépasser par les vaccinations. Donc ça serait cette cohorte qui compte déjà 44 000 un peu plus de 44 000 sujets. Donc on va la monter en cohorte pour évaluer le bénéfice, l'efficacité en vie réelle, collecter également les événements s'il y en a, évidemment, puisqu'on est en cohorte, et puis surtout pouvoir greffer une étude d'immunogénicité et donc de vraiment faire une cinétique de l'immunogénicité à court, moyen et plus long terme dans cette cohorte. Et cette cohorte, ce qu'on discute là, c'est de faire un suréchantillonnage des personnes âgées, parce que c'est vraiment les personnes âgées le sujet, puisqu'on a très peu d'échantillons, comme on l'a tous montré dans les essais, et que voilà, on voudrait quand même voir en vraie vie, surtout qu'on commence à les vacciner en premier, ce qui se passe.
Donc, ça, c'est pour ce qu'on fait, nous, sur cette cohorte avec Odile. Et d'ailleurs, tout un groupe. Il y a aussi Agnès Sommet, Philippe Van Ems, etc. En parallèle, il y a des discussions avec peut-être la cohorte Constance qui serait utilisée également pour les sujets en vraie vie. Alors, Constance, c'est 200 000 Français. Covirevac, ça va probablement être 40 ou 50 000 sujets. Donc, on pourrait dire qu'en France, on suit une population d'environ 250 000 sujets vaccinés et non vaccinés, ce qui a quand même son importance en termes d'effectifs. Plus le JIS et PIFAR avec le SNDS pour la surveillance. Voilà, je ne sais pas si Odile, tu veux ajouter quelque chose sur ces mises en place. Non, je pense que tu as tout dit. Il faut juste qu'on les mette en place. Il n'y a qu'à Faucon. Il y a une chose et là je me retourne aussi vers Annie-Pierre. Bon, la crainte là, c'est qu'on dit à tout le monde va falloir tout déclarer, etc. On va se retrouver avec 60 millions de Français qui vont dire qu'ils ont de la fièvre avec le vaccin, ce qui va noyer le système de pharmacovigilance et noyer les signaux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Comment est-ce qu'on fait pour un peu sélectionner les messages qui vont arriver? Parce que l'exhaustivité de savoir s'il y a eu 51,2 millions de fièvre ou 52 millions, on s'en fout un peu, quoi. C'est des vaccins très réactogènes, donc une grande partie des patients vont faire des réactions locales ou des effets secondaires. Il ne faudra surtout pas emboliser le système par toutes ces déclarations qu'on ne pourra pas gérer et qui, en plus, ne nous permettront pas de dépister les signaux. Donc, il y a vraiment une information importante à faire, c'est si les patients déclarent, il faut déclarer les choses pertinentes, c'est-à-dire tout ce qui conduit à une hospitalisation, tout ce qui induit une consultation. Et pas déclarer pour déclarer parce que du coup, ça va nous emboliser, ce ne sera pas gérable. Pour répondre aux questions, on utilisera le site PharmaCovid parce qu'il y aura, je pense, des informations très pertinentes sur les vaccins qui seront mises aussi au jour le jour. Et pour terminer, je rebondis vraiment sur la proposition de la NSM pour renforcer les équipes. Si on veut faire une pharmacovigilance pertinente et efficace, dans l'état actuel où on est, on ne pourra pas faire face si les équipes ne sont pas renforcées. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait des milliers de déclarations pour renforcer nos équipes. Est-ce qu'il y a des systèmes de filtres qui vont pouvoir être utilisés pour que si c'est je veux annoncer que j'ai 38,5, enfin un truc, on peut imaginer des trucs automatisés, quoi. Antoine, je ne sais pas si tu as des données. Filtre, non, en tout cas pas que je sache pour l'instant, mais priorisation, oui. Des méthodes en particulier sur ce qui va arriver ou parvenir par le portail de déclaration, en particulier par les patients, sur la manière d'essayer de hiérarchiser le traitement des notifications qui pourraient être très nombreuses et de prioriser celles qui seraient les plus informatives et celles pour lesquelles ce serait très important de pouvoir faire l'analyse le plus vite possible et le retour d'information du coup qui est attendu hebdomadairement de la manière la plus pertinente aussi. Je profite du coup, il y avait une question sur l'auto-immunité et c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la surveillance qui va être effectuée, mais dans les événements d'intérêt qui sont ciblés pour les vaccins et d'une manière générale, il y avait déjà des listes d'événements spécifiques d'intérêt qui étaient ciblés pour les vaccins quels qu'ils soient. Et puisque là, la question portait sur la narcolepsie, et effectivement, la narcolepsie fait partie de ces risques potentiels ciblés pour le suivi de tout vaccin, en fait, depuis le H1N1. Et donc ça ferait partie de ça. Voilà, sur le plan en pharmacovigilance, mais comme pharmacoépidémiologie. Et si vous voulez trouver la liste de ces événements, c'est l'Université d'Utrecht qui porte le projet multicentrique pharmacoépidémiologique pour l'Europe et le projet s'appelle Access. Alors, je remercie Virginie Bacot et de la PM là, qui est présente de nous poser la question de savoir ce qu'est le site PharmaCovid. J'en profite quand même pour dire que c'est le site sur la SFPT, de la SFPT, on fait la question-réponse aux patients, hein, vous le connaissez tous, puisque vous êtes à la SFPT à 90% de ceux qui sont là, et qu'on a ouvert depuis le début mars, et donc avec une orientation vaccin importante, plus récemment, quoi. Il y a d'autres questions sur la pharmacovigilance et sur les cohortes. Est-ce que s'il y a une alerte qui est lancée en France, et si elle n'est pas validée par le MA, on a déjà eu ça, qu'est-ce qui va se passer? On a eu ça avec un certain nombre de produits, on est coincé dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Monsieur Danani, vous voulez répondre?
Les cas, donc les cas qui sont déclarés au système de pharmacovigilance donc sont traités, comme l'a dit Annie-Pierre, en fonction de leur degré de sévérité. Hein, ça fait l'objet d'une évaluation de chaque cas, donc selon ce qu'on appelle les cas marquants. Donc, le principe, c'est qu'effectivement, il y a un partage des informations au niveau d'un comité européen de pharmacovigilance, hein, le fameux PRAC, qui donc va analyser toutes les remontées d'informations de la part des États membres et tous les signaux d'alerte. Donc, encore une fois, s'il y a une alerte qui remonte, mais dont les données sont insuffisantes, et globalement, il y a une collégialité. Donc, ça veut dire que si nous, on fait remonter une information pour lesquelles, effectivement, on pense qu'il y a, il y a des raisons d'avoir cette alerte, eh bien, voilà, il y a différentes possibilités qui sont envisagées en termes de surveillance et donc de protéger les populations. Sincèrement, si on a suffisamment d'éléments, les cas sont quand même peu fréquents. Ça peut arriver effectivement qu'on n'ait pas été suivi sur certaines positions au niveau européen, bien sûr, mais globalement, ces informations sont partagées et donc le signal d'alerte, si en plus il est confirmé dans d'autres pays, puisqu'on va partager nos informations, le but c'est quand même de protéger les populations vaccinées et en tout cas de les alerter sur un risque non identifié que le système de pharmacovigilance va identifier. Donc voilà, tout dépend effectivement les éléments d'information dont on dispose. Soit c'est insuffisant et on fait une surveillance supplémentaire. On a parlé des allergies. On l'avait fait remarquer, ce n'est pas sorti dans les essais cliniques de phase 3, ces problèmes d'allergie sur l'ensemble des remontées d'informations. Donc là, effectivement, on modifie, on s'adapte. Donc soit il y a une surveillance particulière qui est faite sur un nouvel effet indésirable, un nouveau problème qui est identifié, soit on a suffisamment d'éléments et on prend des mesures complémentaires dans l'AMM, soit on va exclure, soit on va rajouter des précautions d'emploi, soit des contre-indications si ces éléments sont confirmés. Donc c'est graduel, vous voyez, et le partage d'informations est quand même important avec nos collègues européens et c'est un système qui fonctionne plutôt bien et qui du point de vue de l'agence européenne, donc, doit être réactif pour pouvoir effectivement s'adapter en fonction de la remontée d'informations et de manière très rapide. C'est ce qu'on a demandé à l'agence européenne et effectivement, elle l'a pris en considération. Et pour le suivi à long terme, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Parce que bon, c'est le système classique de pharmacovigilance, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont prévues? Parce qu'on a beaucoup de données à court terme, en fait, là, actuellement, ce qui est normal. Oui, tout à fait. Alors déjà, Mathieu, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y avait la coalition internationale des agences de régulation qui a demandé à ce que le suivi dans les essais soit prolongé, hein, au-delà de la période vaccinale, au-delà de ce qui est déjà rendu comme résultat, donc avec une recommandation de suivre pendant au moins 1 an. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura cette information à 1 an tout de suite, puisqu'il faut que l'année se passe, mais ça donnera des premiers éléments. Et puis après, bien sûr, ça fera l'objet du suivi de pharmacovigilance. Annie-Pierre, tu veux compléter? Non, c'est effectivement les signaux qui vont remonter au fil de l'eau, mais c'est en général les effets à long terme, c'est ceux qui ont surtout besoin d'être confirmés par la pharmacoépidémiologie. Des effets qui se mêlent aux événements, et là c'est vraiment la pharmacoépie. On peut même dire aussi qu'il y aura un lien très resserré entre GIS et PIFAR et les CRPV pour que les signaux émis par les CRPV passent facilement à EPIFAR pour être confirmés dans les études de pharmacoépie. Moi, je voulais juste réagir, Mathieu. Oui, vas-y. Vas-y, Odile. Ouais, je voulais juste réagir sur ce qui a été dit sur le suivi à long terme. La problématique du suivi à long terme, c'est qu'en fait, Moderna l'a déjà annoncé, mais les participants qui ont reçu le placebo, on ne va pas pouvoir les laisser dans un bras sans vaccin. Donc, en fait, on n'aura pas vraiment de suivi à long terme comparatif dans ces essais. Donc, il faut probablement avoir accès à d'autres méthodes, mais les essais vont s'arrêter, quoi. Et d'ailleurs, Moderna a déjà annoncé qu'ils allaient donner accès au vaccin du groupe, dans le groupe placebo. Oui. Avec Odile, j'en profite et je rebondis. Pour les gens qui étaient dans le groupe placebo, ils acceptent maintenant qu'on les switch vers les groupes, vers la vaccination quand elle sera disponible. Est-ce qu'il y a des délais, des choses qui ont été définies un peu plus Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Alban, je ne sais pas si ça a été discuté au niveau des autorisations des essais, mais c'est évidemment un problème.
Non, tout à fait. Ça fait l'objet donc de discussions en cours donc sur le sujet, sur ces modalités. Donc c'est vrai que, comme dit Odile, le nez, il faudra trouver d'autres moyens de pouvoir suivre cette efficacité à long terme. Donc on peut passer par des marqueurs biologiques. Enfin, il y a d'autres possibilités, en tout cas pour essayer effectivement de suivre cette efficacité. Sur la question de la sécurité, par contre, là, effectivement, il y a un suivi à long terme qui est prévu, hein, donc de suivre les personnes vaccinées. Et c'est un programme qui va jusqu'à 2 ans. Hein, c'est ce qui est en tout cas demandé en termes de suivi des personnes vaccinées sur la sécurité. Donc, notamment, vous l'avez rappelé, les effets immédiats, mais également les effets à long terme. Et je crois que c'est Annie-Pierre Jonville qui l'a rappelé. Je rappelle que dans le système qui est prévu pour la pharmacovigilance des vaccins Covid, on va effectivement ressolliciter les personnes qui ont été vaccinées pour qu'elles puissent effectivement nous informer, nous dire si elles ont eu des effets qu'elles n'ont pas forcément déclarés. Et donc, il y a des informations qui vont être sollicitées pour faciliter la remontée d'informations et donc capter notamment des informations sur des effets d'intérêt particulier, comme on les appelle, pour lesquels on veut mettre en place une surveillance particulière et ces effets qui n'auraient pas été observés dans le cas des essais cliniques. Oui. On a vraiment un grand rôle, nous tous pharmacologues, là, dans le suivi de la sécurité, ce qui est important aussi pour la confiance dans le traitement et éviter la défiance que nous a montré Odile, qui est majeure. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce site grand public d'informations sur les médicaments pharmacovid et vous avez suivi, qui va atteindre le 1 million de vues. Hein. On a quand même un gros impact. Et puis on a, et j'en profite pour remercier Odile, Lamia, qui participe à la mise en place avec la CFPT, le CNPM, la PNET, la SPILF, le CEMIT et je pense que j'oublie ici le Collège des médecins généralistes. On a 4 sociétés savantes pour faire cette formation à la vaccination parce que c'est vraiment important que les professionnels de santé et médecins soient informés parce que les patients, leur référence, c'est leur médecin et c'est à lui qu'ils vont demander. Est-ce qu'il y a des choses particulières, Odile, qui ont été déclarées ou suivies pour pallier cette défiance à part on va être transparent, qui était une déclaratif, mais bon, c'est bien. Il y a un travail qui est en cours, je pense, par Santé publique France, qui a la responsabilité de faire la promotion et l'information à la santé. Donc, c'est à eux que revient la communication sur ces vaccins. C'est évidemment un enjeu important au niveau de l'État. Donc, je pense qu'il y aura aussi une intervention du gouvernement. La NSM, bien sûr, est impliquée. Et je pense que dès que les vaccins auront des autorisations, on trouvera des informations sur le site de la NSM. Bon, voilà, je pense qu'on est beaucoup responsables et on doit être beaucoup impliqués dans cette communication. Après, ce qu'il va y avoir, ce qu'on va essayer de monter au niveau, cette fois-ci, de la recherche, c'est plutôt d'essayer d'évaluer des interventions qui permettent d'améliorer l'acceptabilité avec... Il y a des chatbots qui sont en train d'être construits, il y a aussi des interventions par mail, enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont en discussion, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore plus de choses avancées. Alban, oui. Peut-être? Oui, je rajouterais effectivement un point. Donc, on a eu beaucoup de questions sur la non-disponibilité des informations, hein, des données, donc sur ces vaccins. Alors, si on voit le schéma classique d'un enregistrement d'un nouveau médicament, vaccin ou pas, en fait, ce n'est pas une situation inhabituelle. C'est parce que là, il y a une telle attraction médiatique voilà, sur le sujet. Globalement, voilà, ça se passe de cette façon-là. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, au moment où les AMM seront octroyés, il y a une discussion la semaine prochaine, donc on attend l'avis européen. Donc, si ça se passe bien, effectivement, il va y avoir une AMM qui va être délivrée. Le jour où l'AMM est octroyée, les rapports seront disponibles. Hein, donc, c'est important parce que ce n'est pas une volonté de dire on ne peut pas transmettre les données. C'est au cours d'une instruction, d'un dossier, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. On attend effectivement que la décision soit prise et tant que la décision est en cours d'élaboration, on ne peut pas communiquer. Le système est ainsi fait. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que les rapports qui vont amener à cette autorisation seront rendus publics le jour même de l'autorisation. Donc, on aura
effectivement toutes les informations détaillées sur la sécurité, l'efficacité, toutes les données qui auront été prises en compte, eh bien, les questions qui ont été soulevées, ce qui reste à découvrir, parce qu'on le sait, vous l'avez vous-même posé dans le chat, il y a un certain nombre de questions pour lesquelles on ne peut pas répondre, sur la durée de l'immunité, sur la transmission, l'infectiosité chez les personnes vaccinées. Donc, il reste un certain nombre de questions. Eh bien, ça va être rendu public. Et donc, ça, c'est très important pour expliquer comment le processus décisionnel a été mené pour aboutir à une AMM communautaire. Donc, cette transparence, voilà, elle est indispensable et elle continuera à être faite, notamment sur la préoccupation majeure qui est la sécurité des vaccins. C'est pour ça que chaque semaine, l'ANSM, avec les centres régionaux de pharmacovigilance, vont publier la remontée des informations et on vous dira le type d'informations qui aura les effets indésirables qui ont été déclarés au système national de pharmacovigilance et les investigations qui se feront, puisque, on le rappelle aussi, il va y avoir des enquêtes de pharmacovigilance qui vont être effectuées en lien avec par les centres de pharmacovigilance, donc sur ces effets indésirables. Donc ça, c'est très important et cette information, elle sera rendue publique. Ça, de toute façon, c'est un point majeur. On ne pourra pas restaurer la confiance si on ne partage pas ces informations. L'autre point, c'est que ça va se faire, encore une fois, régulièrement. C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura un point de sécurité sur la remontée des informations. Donc, d'où le travail considérable des centres de pharmacovigilance et les ressources qu'on a besoin effectivement pour mobiliser et évaluer toutes ces informations. Donc ça fait partie d'un plan de communication sur la disponibilité des vaccins. Encore une fois, c'est une AMM conditionnelle. On ne va pas revenir sur l'aspect technique, mais ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de donner une AMM, donc sur un calendrier certes accéléré, mais en respectant toutes les étapes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que même si ça va vite, les données de qualité, de sécurité, d'efficacité, elles doivent remplir un standard minimum imposé par la législation européenne. Si vous ne remplissez pas ce standard, vous ne pouvez pas aller vers l'AMM. Même si on a besoin de ces vaccins, il faut qu'on valide chaque partie, la qualité, la sécurité, l'efficacité. Comme c'est de l'AMM conditionnel, ça veut dire qu'on a les données à court terme et qu'on va devoir effectivement, au fil du temps, récupérer les données à long terme. Si on attend d'avoir le dossier complet et la fin de toutes les études, il faudra rajouter probablement environ 1 an, 12 à 18 mois, avant d'avoir l'intégralité de ces données. Donc, ce système flexible permet effectivement la mise à disposition rapide des vaccins, mais encore une fois, en ayant validé les requis, les exigences minimum pour avoir une AMM. Tant que ce n'est pas validé, l'évaluation se poursuit. C'est ça qui est important. L'accélération, ça ne veut pas dire qu'on a bâclé les étapes. On n'a pas dégradé l'évaluation. Cette évaluation des AMM conditionnels pour les vaccins, elle se fait, je le répète, elle s'est faite dans le passé pour d'autres médicaments qui traitent de pathologies graves, notamment des médicaments en cancérologie. On utilise très fréquemment l'AMM conditionnel depuis plus de 15 ans, notamment pour des pathologies graves en cancérologie, et c'est le même système qu'on utilise pour les vaccins. Donc ça, c'est très important de faire passer ces messages pour lever tous les doutes en disant on n'a pas évalué suffisamment correctement les vaccins et les autres questions qui peuvent être soulevées. Ça, c'est très important qu'on communique là-dessus et qu'on explique pourquoi on est capable d'évaluer très rapidement ces vaccins et de les mettre à disposition du public avec la surveillance qui va se mettre en œuvre une fois que les AMM seront octroyées, si elles sont octroyées par l'Agence européenne. Merci beaucoup. Donc, je vais conclure. Nous avons largement dépassé les temps pour ces discussions passionnantes. On va conclure sur le fait que la notion de transparence et d'information est prioritaire. Et c'est pour aussi ceci que je voudrais remercier la quinzaine d'associations de patients qui ont participé à ce webinaire. Sachez que les membres de la CFPT sont également disponibles pour participer à la communication. On le fait déjà à ce titre-là. Merci à tous les orateurs. Je pense que nous aurons l'occasion d'en rediscuter dans le futur. Et puis, malgré tout ce qui s'est passé, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année au nom de la Société française de pharmacologie.